Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan de mes meilleures lectures de l'année 2024. C'est un type de vidéo que j'aime beaucoup regarder et que j'aime beaucoup faire, donc je suis contente de pouvoir être ici pour vous en parler. C'était une année assez particulière, je trouve, en termes de lecture 2024, parce que je suis arrivée au milieu d'année en me disant que j'avais pas l'impression d'avoir vraiment lu des choses extraordinaires et exceptionnelles. Je pense que j'ai préféré mon année 2023 en termes de lecture, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu de bonnes choses cette année. La preuve, il y a cette vidéo, ici et maintenant. On va commencer par la partie un peu dite science-fiction, fantasy, parce que c'est un genre que j'ai pas mal lu cette année, et je vais commencer avec un petit peu, pas l'éléphant au milieu de la pièce, mais pas loin, qui est la saga Dune de Frank Herbert. J'ai enfin commencé cette saga que je voulais lire depuis déjà quelques années, notamment après avoir vu et revu les films de Denis Villeneuve et aussi celui de David Lynch quelques années auparavant. Et c'est chose faite puisque j'ai commencé à lire 3 tomes cette année. Si vous ne le savez pas déjà, Dune c'est un roman de science-fiction, une saga qui va suivre l'histoire de la famille Atréide et plus particulièrement du jeune fils Paul, dans un univers qui est gouverné par un empereur et autour duquel gravitent plusieurs maisons, plusieurs familles. L'empereur va envoyer le père de Paul, Leto Atréide, sur la planète Dune, qui est également appelée Arrakis par les habitants de la planète, pour s'occuper de la gestion de l'exploitation d'une ressource rare qui se trouve uniquement sur cette planète, qui est l'épice. L'épice, c'est une sorte de carburant qui est utilisé par tous les vaisseaux spatiaux de l'univers pour pouvoir se déplacer, donc c'est très important. On va vite se rendre compte que l'empereur, il envoie surtout la famille des Atréides sur la planète Dune pour pouvoir s'en débarrasser. Même si c'est une saga de science-fiction, j'ai trouvé que Dune se rapprochait souvent d'une saga de fantasy, parce que il y a déjà toutes ces histoires de grandes maisons qui s'affrontent entre elles, et il y a aussi la présence assez récurrente de ballades, de chansons au sein du récit qui font vraiment penser à des chansons qu'on pourrait trouver dans des récits de fantasy, je trouve. Ça m'a un peu rappelé les ballades, les poèmes, les chansons qu'on trouve par exemple dans Le Seigneur des Anneaux. C'est des romans qui sont très axés sur le dialogue, sur l'analyse politique, les situations, la psyché des personnages, avec vraiment tout ce qui va être mis en place de stratégie, de complot, de manipulation. C'est vraiment des romans qui, en fait, mettent pas mal de côté l'aspect science-fiction par moment pour vraiment se concentrer sur cet aspect, on va dire, plutôt politique, plutôt sur la gestion, la manipulation, en fait, des autres. Alors on va avoir une espèce d'aspect un petit peu de construction d'univers, un peu ce qu'on appelle le world building, le lore, c'est-à-dire qu'on va avoir une description de la planète Arrakis Dune avec son climat, sa culture, son peuple, toutes ses particularités en fait, mais c'est quelque chose que, comment dire, qui est quand même pas non plus extrêmement présent si vous cherchez un roman de science-fiction, de fantasy avec vraiment une construction d'univers assez importante. Dune, c'est pas vraiment le but de... Enfin, on sent que c'est pas le but du tout, le but premier de Frank Herbert. Et d'ailleurs, pour ainsi dire, jusque là où j'en suis rendue, jusqu'au tome 3, on ne voit en fait qu'une seule planète, on ne voit que la planète Arrakis. Ce qui est intéressant sur Dune, c'est les thématiques qui vont tourner autour du fanatisme religieux, des contre-pouvoirs, de l'occupation d'un territoire et de l'exploitation de ce territoire, donc on a le point de vue des oppresseurs et des opprimés. Comment aussi voilà sur l'exploitation d'une denrée également, donc tout un aspect on va dire écologie, puisque on exploite une denrée rare qui est entre guillemets en quantité finie, donc là vraiment on voit l'analogie avec le pétrole de nos jours. Et aussi tout ce qui est écosystème et biodiversité, puisque les vers des sables sont en fait une espèce de poisson qui a été introduite sur la planète il y a des années de cela par les humains, qui s'est reproduit en masse et qui a transformé durablement tout l'écosystème de la planète, et qui a été considéré en fait à une époque comme un nuisible. Je mets bien entre guillemets parce que c'est un terme que nous on utilise. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est des thématiques qui je trouve sont toujours profondément ancrées dans notre époque contemporaine, tristement. Il y a aussi toute la partie... en fait Dune rappelle aussi beaucoup tout ce qui est tous les conflits qui se jouent actuellement au Moyen-Orient. Je vous parlais du pétrole, mais en fait faut savoir que Herbert dans son texte il utilise littéralement des mots qui proviennent de la langue arabe. Il y a une vidéo de Montée de Linguisticae qui en parle super bien, je vous invite à aller la voir, où il explique les différents mots dans Dune qui proviennent en fait de la langue arabe.
D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée au cours de ma lecture, je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu dans les textes d'Herbert une forme d'orientalisation. Là, comme ça, je vous dirais, a priori, j'ai pas trop l'impression, mais je m'y connais pas exactement et je sais que c'est clairement un sujet qu'il faudrait que je creuse, mais je pose la question un peu de façon ouverte à si jamais vous avez lu Dune, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou est-ce que... Voilà, je suis un peu curieuse de voir ce que vous en pensez de ce point de vue-là. Dune, c'était une lecture que j'appréhendais pas mal. Je sais pas pourquoi, c'est le genre de texte où on se dit que ça va être un peu, que ça va être compliqué, que ça va être complexe d'entrer dedans. Et j'ai été assez surprise de la facilité avec laquelle je suis rentrée dans les 2 premiers tomes. Il y a vraiment pas de difficulté en termes de vocabulaire, en termes de style. Ça se lit vraiment très très bien, ces 2 premiers tomes, même je les ai vraiment lus très très vite. Le 3e volume par contre c'est un peu plus compliqué parce que on a vraiment pas mal de personnages qui sont présents, qui ont des objectifs parfois flous, parfois qui se ressemblent, et c'est pas évident de faire la part des choses entre tout ça. Et le livre montre parfois que les personnages peuvent être alliés, mais que par la suite, on n'est pas vraiment sûr de à qui va la loyauté vraiment de ces personnages-là. Et en fait, finalement, je ne savais plus dans le tome 3 qui manipulait qui était vraiment aux commandes. Et ce qui est assez fort, puisque c'est un peu le but, je pense aussi, de nous perdre. Mais ouais, j'avoue que le tome 3 était peut-être moins réussi à ce niveau-là, je trouve. Et j'ai vraiment pas vu venir on va dire l'espèce de retournement qu'il y a à la fin du tome 3. Donc à la fois c'est bien, à la fois il y a vraiment des phases du roman où j'étais complètement paumée, où je savais pas du tout de quoi on parlait. Donc je suis un peu plus mitigée sur ce troisième volume. Paul, c'est un personnage qui est souvent vu comme un héros, comme une figure de héros, alors qu'en fait c'était un peu l'inverse que voulait faire Frank Herbert. Lui, ce qu'il voulait, c'était montrer comment quelqu'un peut, dénoncer déjà tout ce qui est culte de la personnalité, montrer que vénérer une seule personne, ça mène rarement à des fins, on va dire, positives. Et comment on peut utiliser en fait cette ascension, cette force qu'on nous donne par le culte de la personnalité pour finalement devenir en fait tyrannique en utilisant comme prétexte la foi et les croyances religieuses. D'où l'écriture justement du 2e tome où justement Paul va nous être montré sous un nouveau jour, où on va vraiment prendre conscience des conséquences qu'ont eu les choix qu'il a pu faire, des choix qui peuvent paraître, on va dire, sensés, qui peuvent paraître, on va dire, légitimes, mais on se rend compte que ces choix ont des conséquences, il y a beaucoup de morts, des morts que Paul savait très bien qu'il allait survenir, et en fait lui-même est face entre guillemets aux conséquences des choix qu'il a pu faire et lui-même s'interroge sur les décisions qu'il a pu prendre, donc ça c'est un tome 2 qui est vraiment hyper important. C'est quelque chose, la nuance sur le personnage de Paul, c'est quelque chose qu'on voit un peu plus, je trouve, dans les films de Denis Villeneuve, notamment grâce au point de vue de Chani qui va confronter Paul à plusieurs reprises. Si vous avez aimé Chani dans les films de Denis Villeneuve, les livres vont vraiment vous décevoir parce que, faut quand même le dire, on est sur de la SF qui a été écrite dans les années 70, je crois, et vraiment, il y a des personnages féminins qui sont réduits au seul fait d'être un utérus sur pattes, littéralement. C'est dommage parce qu'il y a quand même plusieurs personnages féminins que je trouve intéressants et bien écrits, notamment le personnage d'Alia, comment elle va grandir, comment elle va se développer, évidemment le personnage de Jessica, qui est un de mes personnages préférés, je pense, et puis finalement tout l'ordre des Bene Gesserit qui est hyper intéressant. D'ailleurs, je sais qu'il y a une série qui est sortie qui se focalise sur l'ordre des Bene Gesserit et qui est basée sur les travaux de Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, donc qui a consacré une sorte de spin-off qui se passe avant la vie de Paul, entre guillemets, sur les Bene Gesserit. Ça s'appelle Dune Prophecy. Je pense que je vais le regarder dans pas longtemps, mais je suis curieuse de voir comment ça va être raconté et comment ça va être un peu mis en scène. Voilà, donc là je me suis arrêtée au tome 3, c'est une fin qui m'a beaucoup surprise, vraiment glaçante, qui est un peu... Vraiment, la fin du tome 3, j'étais là en mode ouh, genre j'avais un peu des frissons, et je me suis dit, je sais pas si j'ai envie de continuer là en vrai, ça me fait un peu peur pour la suite, mais je pense quand même que si, je vais continuer parce que... il y a quelque chose d'assez frénétique en fait quand on lit Dune, je vous dis, il y a cette aura mystique qui ne part jamais vraiment de l'ouvrage, où il y a des choses qu'on comprend pas vraiment totalement, et je sais pas, c'est assez fort à ce niveau-là. Donc c'est quand même une saga que je suis très contente d'avoir découvert et que j'apprécie vraiment, qui fait vraiment partie de mes meilleures lectures de l'année.
Même si évidemment il faut avoir un regard critique sur certaines choses du texte, hein. Ça reste de la SF des années 70, et je crois que Frank Herbert n'était pas quelqu'un non plus de très recommandable sur plusieurs aspects. J'ai pas trop de détails, mais je sais que vis-à-vis de sa famille, déjà il avait des relations assez tendues et complexes. Donc voilà, c'est quand même une saga qui est hyper intéressante, et je pense que je vais continuer en 2025 à lire les tomes qui suivent. Je passe ensuite à une trilogie de fantasy qui est dite fantasy dite young adult, Nos jours brûlés de Laura Nsafou. C'est une saga qui a été, même si c'est du young adulte, j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit et ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Ça se passe en 2049, la planète a été plongée dans l'obscurité suite à l'arrivée d'une divinité, la divinité Goody. Et on a le personnage d'Elikia qui est né quelques années après que cette obscurité se soit répandue sur la Terre. Et sa mère, Diba, la mère donc d'Elikia, est persuadée que cette apparition de l'obscurité, elle est liée à la disparition d'une ancienne cité où vivaient justement d'autres divinités. Et avec sa fille, elles vont partir à travers le continent africain en quête de réponses pour essayer de ramener tout simplement le soleil. L'une des particularités de cette trilogie, c'est de nous montrer comment la faune et la flore se sont transformées suite à l'apparition de cette obscurité. En fait, même s'il n'y a plus de lumière, il y a des éléments des animaux, des créatures qui ont prospéré en fait sous cette ère. Et il y a beaucoup d'éléments sur ces créatures qui proviennent de mythes et de folklore qui viennent des pays africains qui sont traversés par les personnages, donc par exemple le Congo ou le Togo. Il y a aussi une partie un peu plus éloignée mais sur les Caraïbes. C'est vraiment des aspects, ces inspirations diverses, c'est vraiment un des aspects qui m'a le plus plu, je pense, dans cette trilogie, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression, j'ai vraiment eu l'impression que mon imaginaire de fantasy a été vraiment renouvelé grâce à ces livres en partie, parce que je trouve qu'on a quand même quelque chose, les imaginaires fantastiques, fantasy sont assez, assez lisses, hein. Voilà, on est beaucoup sur de la fantasy occidentale, avec voilà toutes ces caractéristiques habituelles, on va dire. Et je trouve que ça fait du bien de lire des choses qui viennent d'autres mythes, d'autres folklores, qui viennent d'autres continents. Il y a plein de choses à puiser là-dedans, et c'est hyper important parce que ça permet de s'enrichir, ça permet de rester ouvert, ça permet je pense aussi de comprendre et de casser certains clichés qu'on peut avoir. Donc je trouve ça vraiment bien que ce type de fantasy soit mis en avant, et ça doit être plus mis en avant pour avoir plus de diversité, c'est hyper important je pense. Voilà, même si on reste sur des éléments parfois qui sont, on va dire, communs à la fantasy, il y a de la magie, il y a des portails pour se téléporter, évidemment, il y a des choses qui sont très habituelles, mais j'ai vraiment apprécié j'ai vraiment eu une impression de renouveau, et je pense que, voilà, j'espère vraiment que ces livres vont être lus par plus de personnes, parce que je pense que c'est important d'avoir des imaginaires qui soient divers, qui soient diversifiés. On sent évidemment que c'est un texte qui est fait pour un jeune public. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y a une petite partie du tome 1 que je trouvais un peu puéril et qui m'avait un peu agacée. Mais en fait, ça se comprend parce que les personnages vont grandir par rapport à ça par la suite. Et j'ai jamais été déçue des tomes suivants. C'est un livre qui parle de la différence à l'autre entre humains, par exemple, entre hybrides, donc des humains qui ont des pouvoirs magiques, entre les marqués, donc c'est des humains qui ont des pouvoirs mais qui ont été, on va dire, marqués par la divinité Goody, donc divinité de l'obscurité qui est plutôt vue comme quelque chose de négatif, et donc et qui les marqués sont souvent rejetés et marginalisés. Au milieu de ça, on voit que le personnage d'Elikia va grandir, va prendre de l'assurance. Elle va s'émanciper peu à peu de figures qui sont plus âgées, qu'elle suivait peut-être au début un peu, peut-être pas naïvement, mais comme guide au départ, elle va savoir prendre du recul par rapport à ces figures-là, elle va pas hésiter à montrer ses désaccords vis-à-vis de ces figures-là. Et voilà, elle va peu à peu apprendre à trouver sa propre place. Vraiment, c'est un des romans qui se lisent très très bien, l'action est prenante, il y a vraiment une montée en tension et un côté assez épique sur le final que j'ai vraiment trouvé incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé la conclusion de la saga. C'est une saga que j'ai pris énormément de plaisir à lire. J'ai beaucoup aimé, je la recommande très chaudement, et d'ailleurs je me suis empressée de me procurer le nouveau roman de Laura Nsafou qui est La mer chantera ton nom, je crois, que j'ai hâte de lire également. Ouais, vraiment je suis très contente d'avoir découvert cette autrice, et j'ai hâte de continuer à voir ce qu'elle va écrire par la suite.
Je ne peux évidemment pas oublier la saga de livres écrits par mon ami Sweetberry qui s'appelle Alteria, qui est aujourd'hui composée de 3 volumes et qu'elle a pensé comme une tétralogie, donc il y a un 4e volume que j'attends avec impatience. Ce n'est malheureusement pas encore édité, mais j'espère sincèrement que ça le sera et que vous pourrez les avoir entre les mains. On va suivre dans Alteria des adolescents dans notre monde actuel qui proviennent de différents pays, de différents horizons, donc différentes origines à tout point de vue. Et ils ont tous et toutes des pouvoirs spécifiques qu'on va découvrir au fur et à mesure avec par exemple un des personnages principaux qui est Naomi et qui a le pouvoir de se cloner. Je n'en dis pas plus parce que découvrir les pouvoirs des personnages ça va un petit peu faire partie de l'intérêt des livres. Et on va comprendre que leurs pouvoirs ne viennent pas évidemment de nulle part et que y a quelqu'un qui cherche à les, on va dire, à leur mettre la main dessus, qui les poursuit, qui ne leur veut pas du bien. Il y a une ambiance qui se situe un petit peu entre X-Men et Sense8, qui sont 2 œuvres que j'aime pour ma part beaucoup. Et il y a, même s'il y a en fait certains fils narratifs ou des archétypes qui peuvent sembler, comment dire, clichés, pour moi, tout l'intérêt d'Alteria, c'est qu'on va suivre le point de vue de tous ces personnages et d'aller en profondeur en fait dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils vont vivre et dans leurs difficultés et comment ils vont faire face à ces difficultés. Au fil des pages, en fait, on va avoir des adolescents devenir ensuite des jeunes adultes qui vont se construire, évoluer, apprendre de leurs erreurs. C'est clairement un livre qui s'inscrit dans le young adulte par cet aspect de jeunes qui se construisent et qui évoluent. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques assez dures par exemple et importantes qui sont traitées avec beaucoup de maturité et de tact. Voilà, il y a des histoires de mort, d'agression, d'acceptation au sein de la famille, des choses comme ça, qui font que je trouverais ça chouette en fait que ces livres tombent entre les mains de jeunes adultes ou même d'adultes tout simplement parce que c'est des choses qui sont des sujets qui sont, je trouve, bien traités. L'intrigue est très prenante. Les pages se passent toutes seules, vraiment, j'ai lu ces livres très très vite parce que ça se lit très bien, c'est vraiment prenant. Pour moi, c'est une réussite. Donc bravo Sweet pour ça, et j'espère qu'on va encore être nombreux et nombreuses à pouvoir te lire prochainement. Je vais passer ensuite à tout ce qui est fiction, mais plutôt ancré dans le réel, je sais pas comment dire ça. Je voulais commencer par faire un petit rappel juste sur Saint et eux de Mieko Kawakami, ou Breast and Eggs en anglais, qui est un ouvrage dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo au moment du printemps japonais. Et il se trouve que juste petite update, j'ai lu la version plus complète en anglais par la suite, qui est vraiment été un sacré coup de cœur. Mieko Kawakami rentre vraiment officiellement dans, je pense, la liste de mes auteurs-autrices préférées. Je vais pas rentrer en détail sur le livre, j'ai fait un live Twitch dessus si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la VOD dans la barre d'infos pour que, si ça vous intéresse, pour que vous alliez jeter un œil. Mais c'était vraiment une lecture assez importante pour moi cette année, à divers égards, et je ne me voyais pas ne pas la mentionner dans cette vidéo ici. Je voulais vous parler de Cher Connard de Virginie Despentes. Virginie Despentes, c'est une autrice dont j'ai peu lu jusqu'ici, j'ai seulement lu sa trilogie Vernon Subutex que j'avais beaucoup aimé, notamment par le style très percutant, très franc, et qui me semblait bien comment dire, englober les thématiques contemporaines qu'il y a de notre société. Et j'ai vraiment retrouvé ça avec son ouvrage Cher Connard. C'est un livre qui déjà est construit de façon épistolaire. J'adore les romans épistolaires. Ici, on est sur un échange de mails qui va être entrecoupé de posts de blog aussi. Et entre 2 personnages, donc c'est un échange de mails entre 2 personnages. Et tout va commencer par le post de Oscar Jayak, qui est un écrivain. Il a aperçu Rebecca Latte, qui est une actrice qu'il connaît, dans Paris, et il va décrire en fait cette rencontre où elle ne l'a pas vue, c'est seulement lui qui l'a vue, où il a des propos extrêmement vulgaires et rabaissants, où il la décrit comme une femme hideuse, vieille, voilà, il la ramène uniquement exclusivement à son physique. Sauf qu'en fait Rebecca va voir ce post et va décider de lui répondre par mail en commençant par ce fameux Cher Connard. Il va s'en suivre suite à ça tout un échange de mails, d'abord les plates excuses d'Oscar qui ne vont pas émouvoir Rebecca,
Et peu à peu, ils vont commencer à se raconter leur vie et leurs enfances, parce qu'ils vont se rendre compte que Rebecca, en fait, elle connaît déjà Oscar, puisqu'ils ont grandi ensemble, et que Rebecca était amie avec la sœur d'Oscar. Ces mails vont être parfois entrecoupés par des posts, les posts d'un blog de la féministe Zoé Katana, qui va témoigner très rapidement qu'elle a été victime d'un harcèlement sexuel dans le cadre de son travail en maison d'édition, et par nul autre que Oscar Jayak. Vous vous en doutez, suite à ça, c'est un peu le début d'une longue chute pour Zoé Katana déjà, qui va, suite à son poste, être victime d'un harcèlement en ligne, et ensuite essayer de se reconstruire par rapport à ce qu'elle a vécu lors de son travail en maison d'édition. Et aussi pour Oscar, qui, dans un premier temps, va nier en bloc les faits. Il réfute et il nie en bloc les faits, et on réalise rapidement que, au fait, Oscar n'est pas du tout un narrateur fiable, notamment par ses échanges de lettres avec Rebecca, où Rebecca va être très ferme dans ses remarques avec Oscar. Elle va pas le laisser se victimiser, elle va vraiment essayer elle est pas dupe de son comportement, elle va essayer de le mettre en face des faits, elle va lui rappeler la condition des femmes en général, tout en partageant son point de vue à elle, puisque elle-même, elle est consciente d'avoir vécu des éléments sexistes dans sa vie, mais elle sent quand même qu'elle a un décalage par rapport à la génération plus jeune, mais elle ne la nie pas pour autant, elle essaye de soutenir cette génération plus jeune et de la comprendre. C'est très intéressant parce que Oscar va révéler par ses écrits inconsciemment qu'il a clairement un regard masculin sur les femmes très présent, le male gaze, qu'on commence à bien connaître, et aussi le fait qu'il a une image fausse de ce qu'est un agresseur, de ce qu'est un violeur. Pour lui, c'est quelqu'un qui est fou, qui est un monstre, ça ne peut pas être lui, c'est impossible. Il est totalement dans le déni, il est totalement auto-centré, et on comprend assez vite en fait que c'est une sorte d'incel qui est tombé dans l'alcoolisme pour se donner un genre, pour donner un peu d'intérêt à sa vie. Je trouve que c'est très fort d'avoir choisi de prendre le point de vue d'un agresseur. C'est quelque chose qu'on voit rarement et qui ici évidemment ne tombe pas du tout dans la complaisance avec Oscar Jayak, bien sûr c'est pas du tout le but de Dépente, c'est vraiment de... Même s'il y a de l'empathie, de la compréhension par rapport à ce qui s'est passé, qu'on comprend comment il en est arrivé là, il n'y a pas d'excuse, on va dire... il n'y a pas de complaisance, il n'y a jamais ça, parce que le comportement de Rebecca vient tout le temps remettre Oscar face à ses réalités, et puis on va aussi suivre la féministe Zoé Katana qui, suite à ça, comment elle se reconstruit. C'est hyper important, je pense, d'avoir ce type de récit parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup concentré depuis MeToo sur les récits des femmes, ce qui est très important. C'est hyper important d'écouter les témoignages des victimes, de les soutenir, de voir comment elles ont fait face à ça, c'est très important. Mais je pense qu'il y a eu quand même on oublie quand même quelque chose dans l'équation, c'est que ces femmes ne sont pas... ne se retrouvent pas là, surtout dans ces situations, à cause d'agresseurs, principalement. Donc, on met pas souvent en face, je trouve, les agresseurs face à leurs responsabilités, à ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. On se pose moins de questions, je trouve, par rapport à ça. Et je trouve qu'on l'a encore vu assez clairement dans le procès avec Pellico, où évidemment on a beaucoup vu Gisèle Pellico qui porte vraiment un procès, un combat de façon hyper courageuse et admirable, mais en fait, encore une fois, ce sont les femmes qui font entre guillemets tout le travail. On a très peu vu les noms des coupables, on a très peu vu le visage de Dominique Pellico par exemple. Et c'est des féministes encore qui ont dû remettre sur le devant de la scène le fait qu'il y avait des coupables et qu'il fallait qu'ils fassent face en fait à leurs responsabilités, que c'était pas des monstres sortis de nulle part, que c'était des gens du quotidien. Là, je trouve que ce texte, du coup, il permet vraiment de montrer ça et de rappeler que ces victimes ne se font pas toutes seules, qu'il y a des gens derrière en fait. Et c'est fait de façon assez intéressante parce que étrangement, Oscar Jayak va être entre guillemets il va commencer à revoir son point de vue en fait. Il va commencer à discuter avec Rebecca principalement par échange d'écrits, mais aussi avec sa famille, avec sa propre fille et avec sa sœur Corinne. Oscar il va commencer à les écouter, à revoir un peu son point de vue et à entamer une sorte de d'arrêter le déni, d'avoir une phase, on va dire, de prise de conscience, d'acceptation, et de comment on change son comportement. Et en parallèle de ça, il va commencer à suivre une sorte des réunions chez les narcotiques anonymes pour essayer de sortir de l'alcool aussi.
On va aussi bien sûr suivre le personnage de Rebecca et de Zoé, notamment parce que Rebecca elle aussi a une dépendance aux drogues et à ce titre elle a un rapport aux drogues assez similaire à celui d'Oscar. On va suivre aussi Zoé dans sa reconstruction qui va avoir des vraies conséquences en fait traumatiques suite aux divers harcèlements dont elle a été victime. C'est un livre en fait qui aborde beaucoup de sujets très contemporains avec qui mélange en fait plein mal de sujets de façon assez juste et comment dire, assez fluide aussi. Ça va parler du sexisme dans le monde du cinéma, parce que Rebecca est actrice, du tabou des femmes qui vieillissent, les différents mouvements féministes et les différences aussi entre générations, mais sans jamais avoir de mépris ou autre. C'est vraiment des choses, Rebecca elle comprend pas toujours ce que font les plus jeunes, mais elle essaye de se poser des questions, de comprendre, de discuter. Ça parle évidemment de dépendance aux drogues, comme je disais avec l'alcoolisme d'Oscar, mais aussi une addiction aux drogues assez forte chez Rebecca. La santé mentale, après avoir subi un harcèlement, la dépolitisation aussi qui est présente dans les traitements psy, donc qui est quelque chose qui est critiqué dans le texte de Despentes, et puis aussi tout ce qui est dissonance en fait, entre ce qu'on fait les comportements réels et sur internet, et ça c'est intéressant parce que ça concerne à la fois Oscar qui écrit des choses horribles sur Rebecca qu'il aurait jamais été capable de lui dire en face, mais aussi Zoé qui se sert de ce qu'elle écrit pour montrer une face d'elle très virulente, alors que dans les faits c'est quelqu'un qui est en train vraiment de traverser une phase de véritable souffrance. Donc voilà, c'est un roman qui parle de beaucoup de choses. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, que je suis pas un peu partie dans tous les sens, mais moi je trouve que c'est vraiment un roman hyper important et intéressant, et je trouve que c'est assez fort d'avoir pris ce point de vue là d'en parler comme elle le fait. Encore une fois, je vous le dis, ça tombe pas pour moi, c'est jamais tombé dans la complaisance. C'est fait avec beaucoup de nuances, on a différents points de vue qui se croisent en fait. C'est pas du tout manichéen, et ça c'est très intéressant et hyper important. Donc ça c'est vraiment, Cher connard de Despentes, je pense que c'est vraiment une de mes meilleures lectures de cette année 2024. Dans un tout autre registre, je vais vous parler de Jacaranda de Gaël Faye, qui a eu, je crois, le prix Renaudot cette année. C'est un texte qui est le récit de Milan, un jeune garçon qui est un enfant unique qui est né en France, et dont la famille va accueillir un lointain cousin en 1994, qui a l'âge de Milan et qui s'appelle Claude. Claude arrive et il est gravement blessé à la tête, il est totalement mutique, il est apeuré, et il arrive du Rwanda. Milan va un petit peu prendre sous son aile Claude, qui va considérer très vite comme un frère, ils vont très bien s'entendre, jusqu'au jour où Claude va en fait repartir dans sa famille sans vraiment d'explication, sans que Milan ne sache vraiment pourquoi. Milan est vraiment dans l'incompréhension de ce départ, et il va essayer de chercher des réponses auprès de sa mère, sa mère qui est originaire du Rwanda, et qui va refuser en fait de lui partager son histoire et de lui raconter quoi que ce soit. Et donc, suite à ce secret un peu familial, Milan va essayer de comprendre, et donc il va aller au Rwanda pour comprendre ce qui se passe. Il va voyager là-bas plusieurs fois, il va aller à la rencontre de sa famille, qu'il avait encore jamais vue, et il va découvrir un pays qui est vraiment profondément blessé, évidemment, suite au génocide, mais qui est aussi empreint d'une vraie force pour aller vers l'avant. Et on va rencontrer différents personnages là-bas. C'est hyper intéressant parce que si on connaît pas très bien l'histoire du génocide rwandais, ça permet un peu de retrouver des bases historiques et de comprendre un peu ce qui s'y passe. Et c'est surtout un livre qui se tourne vers ce qui est devenu le pays en fait. C'est pas vraiment... alors il y a des retours vers le passé évidemment, mais c'est vraiment, comme je le disais, tourner vers l'avant et regarder comment ça se passe après. Comment on vit après ça finalement. Milan, il va aller à la rencontre du coup de sa famille, des habitants, il va les écouter, il va essayer de les soutenir, donc il y a des moments de joie, de tristesse, de douleur aussi suite à des révélations qui sont très difficiles, parce qu'on est quand même dans un pays où tueurs et victimes doivent en fait cohabiter. Donc ça c'est assez particulier, il y a vraiment des passages qui sont très durs à lire, mais le récit de Gaël Faye se veut toujours, vraiment tourné, empreint de douceur pour ses personnages en fait. Il a des personnages qui sont tous très différents, qui ont des âges, des origines divers et des parcours divers. Ce qui est très fort, c'est que c'est un récit qui s'étale sur 4 générations et on n'est jamais perdu en fait. Il y a toujours un lien très clair qui se fait entre ces 4 générations, et ça s'écoute très bien parce que je l'avais écouté lu par l'auteur, ce que je recommande d'ailleurs, parce qu'il lit très bien.
Et c'est vraiment un Rwanda le pays du Rwanda de l'après qu'on retrouve, et on a plusieurs regards. En fait, on a une partie des habitants qui veulent avancer à travers l'ambition de certains personnages, d'autres, un pays qui se fait justice aussi. C'est un pays où il y a eu des tribunaux citoyens pour juger en fait les tueurs et les tueuses. Donc c'est ce qu'on appelle les tribunaux, c'est ce qu'on appelle des gachacha, je crois. Si je le prononce bien, si je me rappelle bien. Et c'est aussi l'idée de transmettre son histoire, d'avoir une mémoire qui se fait suite à ça. Donc là, il y a des personnages aussi qui représentent ça. Donc chaque personnage, en fait, représente, on va dire, une partie du pays. Donc je trouve que c'était assez symbolique et assez intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Gaël Faye, il évoque de façon assez claire le fait que la colonisation du Rwanda par la Belgique a clairement joué un rôle dans la montée des tensions qu'il y a pu avoir au Rwanda, et qui a pu en partie attiser des haines et qui ont ensuite conduit finalement au génocide. Ce n'est pas responsable de tout, mais il explique quand même que ça a eu des conséquences finalement sur comment a fonctionné le pays. Voilà, c'était vraiment un très beau roman que je recommande. Si vous avez peut-être déjà lu Petit Pays de Gaël Faye, il me semble que ça ressemble beaucoup, donc je sais pas s'il y a un intérêt à lire les deux. En tout cas, moi c'est vraiment une très belle lecture que j'ai fait cette année et que je recommande chaudement. Un peu dans le même genre, il y a Beyrouth-sur-Seine de Sabil Goussoub, qui est un récit qui ressemble un petit peu à Jacaranda sur plusieurs aspects, mais qui, vous allez voir, est un peu moins... que je recommande un petit peu moins, qui m'a beaucoup touchée sur le coup, mais avec le recul, je pense que je l'aime quand même un peu moins, ce qui est un peu plus compliqué à suivre. Beyrouth-sur-Seine, c'est un récit autobiographique de Sabil Goussoub, où il va raconter l'arrivée de ses parents à Paris. En 1975, ils ont fui en fait la guerre au Liban, et en questionnant ses parents, il va chercher un petit peu à comprendre ce manque que lui, il ressent d'un pays qui est totalement... qui est très bouleversé depuis des années suite à de la guerre civile, entre autres, et des crises économiques, mais pourtant un pays qui lui manque profondément, et pourtant c'est un pays où il n'a jamais grandi. Il y a vécu, il y est allé plusieurs fois, mais il n'a jamais grandi là-bas, donc il cherche un peu à comprendre d'où vient son sentiment. On va découvrir donc sur plus d'une 50aine d'années en fait l'histoire du Liban. Comment est-ce que les gens qui ont fui le Liban essayent de vivre en France quand leurs proches sont toujours là-bas, dans un pays qui évolue un petit peu entre guerre et attentat, et c'est toujours d'actualité malheureusement. On va vraiment suivre cette histoire, mais à travers les yeux d'une famille, et aussi entre les différents messages WhatsApp qu'ils peuvent s'envoyer pour communiquer. C'est un récit familial qui m'a vraiment beaucoup touchée. C'est lu par l'auteur, et à cela je pense que ça rajoute vraiment quelque chose de très fort, parce que il raconte en fait son histoire à lui, donc je trouve qu'il y a toujours quelque chose de plus, forcément, que si c'était un narrateur extérieur, forcément. Il y a des phrases qui sont à la fois très drôles et touchantes avec son rapport à ses parents. Il y a des réflexions sur la géopolitique de cette région, qui, vous le savez sans doute, est étroitement évidemment liée à celle de la Palestine et Israël. Il y a vraiment des moments d'horreur et de guerre qui sont décrits. Il y a aussi des moments d'attentats en France qui sont décrits. Donc voilà, on voit que j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre. Je ne savais pas du tout que l'histoire du Liban était aussi complexe sur les 50 dernières années, que c'était aussi compliqué et tendu. C'est un livre que j'ai écouté attentivement et qui me semble vraiment important, surtout compte tenu du rapport colonial que la France a eu avec le Liban. C'est un pays qui a été quand même sous mandat français jusqu'en 1943, si je ne dis pas de bêtises, donc je pense que c'est important de savoir ce qu'il se passe. Et compte tenu de ce qui se passe actuellement, alors j'ai lu le livre en été, et le sud-Liban a été envahi après, donc ça m'a pas mal touchée aussi, parce que le pays était déjà touché par une grande crise économique. Donc voilà, c'est un texte qui me semble assez important compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui m'a frappée dans ce texte, c'est vraiment cette évocation du manque du pays, de l'absence d'un pays qu'on n'a pas forcément connu, ou on n'a pas forcément vécu, que j'ai retrouvé dans un autre texte qui a été écrit par une autrice libanaise également, qui est Le dérisoire tremblement des femmes de Salma Kojok, qui, voilà, sans rentrer dans le détail, évoque aussi cette absence, ce manque du pays qui va vraiment traverser un des personnages principaux pendant très longtemps. Et ça m'a vraiment marqué le fait que deux auteurs d'origine libanaise que je lis évoquent cette même absence, ce même manque. J'ai trouvé ça assez fort.
Et ça me fait une très bonne transition avec un essai que j'ai pu lire qui est Ce que la Palestine apporte au monde, qui est un ouvrage collectif auquel justement a participé Sabil Goussoub, et où on va retrouver justement cette thématique aussi du manque de l'absence d'un pays où on ne peut pas retourner. C'est un livre dense, je pense que vous pouvez le voir, mais qui me semble essentiel et qui aborde la Palestine sous des angles multiples, historiques, géographiques, politiques, culturels, religieux, artistiques, avec notamment la présence d'illustrations et de courtes BD, et également littéraires, avec la présence de récits, d'extraits et de poèmes. Donc c'est un ouvrage qui est complet, avec la participation donc, de nombreuses personnes, des journalistes, des universitaires, des géographes, des historiens, des écrivains, écrivaines, des poètes, poétesses, des traducteurs, traductrices, et qui vont nous raconter ce pays sous tous les prismes en fait. C'est souvent difficile de lire certains constats et même certains récits ou témoignages qui sont vraiment, je trouve, d'autant plus frappants quand on connaît l'actualité déjà depuis l'année dernière. C'est un ouvrage qui est paru début 2023, fin 2022, donc je pense qu'il y aurait pas mal de choses peut-être à ajouter, compléter forcément depuis. En plus de cela, je pense que c'est très important de lire ce type de texte parce que le génocide, ce n'est pas seulement tuer des personnes, malheureusement, c'est aussi essayer d'effacer leur existence dans l'histoire et dans les traces écrites. C'est effacer vraiment la culture. C'est vraiment un anéantissement réel. Et on l'apprend dans ce texte, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de pièces, d'éléments historiques importants qui ont été détruits, alors de façon évidemment accidentelle, pour diverses raisons, mais aussi qu'il y a des éléments d'histoire qui ont été détruits à dessein pour réellement effacer des traces historiques ou physiques importantes dans l'histoire de Palestine. Donc ça, c'est des choses qui sont... ça nous rappelle à quel point c'est important de parler du sujet, de continuer à en parler autour de nous, de sensibiliser sur cette question parce que ça ne doit pas disparaître en fait de l'actualité, ça ne doit pas disparaître, il y a toujours des gens qui continuent de se faire tuer tous les jours, on ne peut pas ne pas en parler et on doit faire de notre mieux, je pense, pour soutenir les victimes et perpétrer leur histoire et leur récit aujourd'hui quand on s'exprime. Je me voyais pas finir cette vidéo sans vous parler d'un récit que j'ai commencé à lire il y a 2 jours, qui est L'ours et le rossignol de Catherine Arden, et qui je sens va vraiment être dans mon top des lectures. Voilà, j'en suis qu'à la moitié donc je ne peux pas le juger pleinement, mais je sens que ça va vraiment être très très bien, donc je me permets d'en parler ici. C'est un récit qui s'inspire beaucoup des contes russes et du folklore russe, et qui prend place donc du coup dans la Russie du Moyen-Âge à peu près, je dirais. On va suivre la famille d'un riche seigneur de terre en gros, un boyard ça s'appelle, et parmi ses enfants il y a la plus jeune fille Vassia qui a le don de pouvoir voir les esprits protecteurs, des esprits qui par exemple apportent le bien autour de la maison, donc il y a un esprit du feu, il y a un esprit de la maison, il y a un esprit dans les étables par exemple, et la petite fille Vassia les voit. C'est des esprits pour lesquels que les gens ne voient pas, mais ils leur donnent quand même des offrandes, en fait, par croyance ancestrale. Et les choses vont commencer à changer un petit peu quand d'abord la belle-mère de Vassia arrive, son père se remarie, et c'est une belle-mère qui, elle, voit aussi ces créatures, mais est persuadée que ce sont des démons. Et elle est très croyante, et elle est persuadée que ce sont des démons, et elle se réfugie la plupart du temps dans l'église, qui est le seul endroit où ils n'apparaissent pas, et où elle se sent en sécurité. Donc elle commence déjà à être assez violente et véhémente vis-à-vis de Vassia parce qu'elle voit que Vassia voit ces créatures et ne trouve pas ça normal. Elle lui dit que sa fille va être maudite si elle continue de leur parler à ces démons. Et peu de temps après, il y a un jeune prêtre qui arrive dans cet endroit aussi et et sur lequel la belle-mère Anna va beaucoup s'appuyer pour chercher à chasser en fait toutes les superstitions qu'il y a dans ce village, toutes ces croyances païennes pour amener la croyance envers Dieu. J'en dis pas plus, mais c'est hyper intéressant pour l'instant. Il y a un truc qui m'a frappée aussi, c'est qu'au début j'étais un peu perplexe en voyant que c'était une américaine qui s'inspirait de contes russes. Et en fait, il se trouve que Catherine Arden, elle est certes américaine, mais elle a étudié en France et à Moscou, et elle a particulièrement étudié la littérature russe et française.
et c'est vraiment frappant. Alors, je lis pas en langue originale, mais je trouve qu'en tout cas, dans le texte, là, c'est frappant à quel point ces inspirations sont... Enfin, j'ai vraiment l'impression de lire un roman russe pour l'instant. Il y a même tout l'aspect avec les personnages qui ont plein de noms et surnoms comme dans les romans russes, donc c'est assez prenant pour l'instant. C'est très bien écrit, il y a vraiment un sens de la narration qui est entre le conte, la description, enfin c'est très très beau, très bien fait. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, c'est très prenant pour l'instant. Et puis une lecture parfaite en fait pour la période hivernale, tout simplement à lire au coin du feu. C'est parfait, c'est vraiment le texte qui s'inscrit exactement là-dedans. Et je pense que ça va vraiment être très bien. Là, je suis happée dans ma lecture pour l'instant et j'aime beaucoup tous les éléments qu'ils ont introduits, qui sont mis en place. C'est très très bien fait. J'ai hâte de lire et je pense qu'à mon avis, vous allez en entendre parler en 2025 de ce livre et de sa suite parce qu'il s'agit apparemment d'une trilogie. Voilà pour mes lectures de l'année 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos meilleures lectures pour vous de l'année 2024 et à me dire aussi si vous avez déjà lu des livres dont j'ai parlé aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes et le meilleur bien sûr pour l'année 2025 à venir. A très bientôt, au revoir.